Merci d'être avec nous et bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour, merci de votre invitation. On attend bien sûr votre réponse à François Bayrou qui, hier, a estimé qu'il fallait un plan B pour Paris. Manifestement, le plan G comme Griveaux, ça ne lui convient pas. On y arrive. Mais d'abord, un des éléments qui fera l'actualité nationale aujourd'hui, c'est un des extraits de l'interview d'Emmanuel Macron hier dans son avion de retour de La Réunion, dans laquelle il a réaffirmé sa fermeté sur sa volonté de mettre en œuvre la réforme des retraites. On l'écoute. Tout à fait quelqu'un qui est à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans et qui proteste. Et donc il faut qu'on trouve une solution intelligente. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai, peut-être que ça me rendra impopulaire. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Aucune forme de faiblesse, aucune forme de complaisant, je veux aller jusqu'au bout. C'est l'Emmanuel Macron du début, réformer coûte que coûte au forceps, face à une grogne qui monte sérieusement dans le ferroviaire. Pas coûte que coûte, pas au forceps. La question des retraites, c'est préserver notre patrimoine commun qui est la retraite par répartition. Et chacun comprend que, parce qu'on a gagné des années de vie, et c'est tant mieux, ce sont les progrès de la médecine, parce qu'on a des modes de travail qui ont changé en 50 ans, eh bien, il faut revoir le système pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas très efficace, il n'est pas lisible et il est très injuste. Parce que quand je mets 1 euro de cotisation, si je suis salarié dans le privé, si je suis artisan ou commerçant ou si je suis fonctionnaire, ça ne me rapporte pas la même chose à l'arrivée. Et l'idée, elle est assez simple, c'est de remettre de la lisibilité, de la transparence et de la justice dans le système. Ça, c'est l'idée de la réforme. Oui, ce qui nous frappe ce matin, Benjamin Griveaux, c'est effectivement cette volonté d'Emmanuel Macron de dire « j'irai jusqu'au bout, je serai ferme, je veux cette réforme », alors qu'il sent bien que face à cette réforme énorme, la mère de toutes les batailles, il y a des angoisses des Français. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne tonalité aujourd'hui? Les angoisses, il faut les entendre. C'est ce qu'il dit aussi dans l'extrait que vous venez de passer. Et il dit, je comprends très bien que quand on a 48 ou 50 ans, que la retraite se profile, eh bien, il y a des inquiétudes. Et il n'est pas question, nous l'avons dit dans le cadre de la campagne présidentielle, Jean-Paul Delevoye l'a rappelé dans toutes les discussions qu'il a eues avec les partenaires sociaux depuis plus de 2 ans, parce que c'est un sujet qui a appelé énormément de discussions et de concertations, etc. Il l'a rappelé, nous ne changerons pas les règles du jeu pour celles et ceux qui vont partir à la retraite dans quelques années. Ça ne serait pas juste et ça ne serait pas compris. On a moins entendu la volonté de dialogue que la fermeté ce matin. C'est pas vrai, vous venez de passer l'extrait. C'est-à-dire que moi, je vois le verre non à moitié vide ni à moitié plein, j'essaie de le voir tel qu'il est. Il y a une détermination, pas par amour de la réforme à tout prix, pas par amour du forceps, comme vous le dites, mais simplement parce qu'on est attaché au système de répartition. Et les Français, c'est notre patrimoine commun. C'est la solidarité entre les générations qui fait que les actifs financent les retraites de ceux qui aujourd'hui ont financé celles de nos grands-parents avant. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans ce sujet. Ça va être un sujet évidemment difficile. C'est une réforme systémique, pas petit bout de réforme comme on en a fait depuis 20 ans, qui à chaque fois permettent de repousser l'échéance. Et donc, on le fait avec calme, avec détermination, et aussi avec un sens aigu de la justice. À nouveau, celles et ceux qui sont à quelques années de la retraite, vous ne changez pas les règles du jeu pour cela, parce que ce ne serait pas juste et pas compris. Le calendrier n'est pas encore tout à fait compris par les Français, aussi, de la mise en œuvre de la réforme, parce qu'il n'est pas encore déterminé. Parce qu'il n'est pas encore déterminé, c'est l'objet des discussions qui sont encore nombreuses, et je compte, et je sais pouvoir compter sur la qualité du dialogue de Jean-Paul Delevoye dans cette mission difficile. C'est l'Emmanuel Macron de l'acte 2 qu'on a entendu? Je crois qu'il le dit lui-même, on a tous un peu changé parce qu'on a exercé des responsabilités, lui, évidemment, au premier chef. Mais l'homme n'a pas changé sur son envie de transformer le pays et de le faire avec l'énergie qui le caractérise et qui, je crois, a su parfois marquer les Français et a su les toucher. C'était nécessaire de réaffirmer ça, alors que beaucoup disent c'est un Macron à la Hollande qui finalement va détricoter sa réforme des retraites jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à rien. Il faut prêter peu d'attention aux commentaires, il faut se concentrer sur les Français, sur la transformation du pays, le reste n'a pas grand intérêt. Vous avez peut-être prêté attention à propos de François Bayrou, vous, hier, Benjamin Griveaux. Si vous me permettez, il a peut-être un peu pourri votre dimanche, en déclarant sur France Inter qu'il veut pour la majorité à Paris un plan B, autrement dit un autre candidat que vous, ou Villani d'ailleurs, pour la majorité. On l'écoute. On ne l'écoute pas, donc François Bayrou, mais vous l'avez entendu, on l'a entendu largement ce matin dans la matinale. Vous lui avez dit merci pour ce coup de pouce? Alors d'abord,
j'ai passé mon dimanche à pouponner, donc vous voyez, j'ai passé un excellent dimanche. Oui, moi, j'ai écouté très attentivement ce qu'a dit François Bayrou hier. Manifestement, il reste à convaincre. Et donc, il sait mieux que personne qu'une élection municipale, ça se construit sur le terrain. C'est une élection racinaire. Et je le dis au Béarnais qu'il est et qu'il connaît, parce qu'il est lui-même maire. C'est une élection qui se construit sur les terrains, où il n'y a pas de candidature imposée d'en haut, mais qui se bâtit sur deux choses. C'est deux jambes, une élection municipale. C'est d'abord un projet. Et moi, je suis dans la construction de ce projet. Je le fais avec nos partenaires, on discute sur le terrain. Et puis avec une équipe. Et une équipe où il faut rassembler, et il a raison, cela, de dire le plus largement possible. C'est ce que j'ai commencé à faire à Paris. Mounir Majoubi m'a rejoint. Il est La République En Marche, il vient des rangs de la gauche. Delphine Burkli, la maire du 9e, a été élue avec l'étiquette LR en 2014. Elle était dans l'équipe de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle m'a rejoint. M'a rejoint plus récemment encore Frédéric Alendroit, qui, elle, était dans l'équipe d'Anne Hidalgo, la maire du 20e arrondissement. Mais il le sait, ça, François Bayrou. Je le rappelle, peut-être nos téléspectateurs, nos auditeurs ne le savent pas. Est-ce que le MoDem va vous soutenir? Ce que je dis, c'est que ce rassemblement, je suis en train de le bâtir méticuleusement, pas à pas, que je suis extrêmement concentré sur le rassemblement, à la fois sur un projet, sur un contrat de mandature, que je proposerai au mois de novembre à nos partenaires, et sur l'équipe que je suis en train de constituer. Je suis en train d'essayer de constituer la plus belle équipe pour servir Paris et pour servir les Parisiens, et rien ne me détournera de cet objectif-là. D'accord, c'est pas François Bayrou qui va vous faire renoncer, ça on a bien compris. Mais il dit, en gros, Villani dans son couloir, Griveaux est dans son couloir, ils avancent tous les deux vers la falaise, ce sont des machines à perdre. C'est ça sa conviction. Pourquoi ? Je continuerai inlassablement le travail que j'ai engagé de conviction et de rassemblement. Ce que je note... Vous reconnaissez, c'est que c'est pas banal que François Bayrou, qui a été l'artisan de la victoire d'Emmanuel Macron, et c'est vrai, ça a été décisif son soutien à Emmanuel Macron, que lui, aujourd'hui, à 4 mois de l'élection municipale, vienne dire ni Griveaux ni Villani ne feront gagner la majorité, ça n'est pas banal. Mais c'est une difficulté pour vous. Je vous le dis. C'est une difficulté. D'abord, quiconque pensait que l'élection parisienne ne serait pas difficile, celui-là, à mon avis, n'était pas préparé pour cette élection. Oui. Cette élection, Elisabeth Martichoux, je m'y prépare sérieusement, méticuleusement, de manière très concentrée, depuis 2 ans. Et rien ne me détournera de l'objectif que j'ai fixé il y a déjà de nombreux mois. Quels que soient les scores. Travailler sur le... Mais jamais un sondage ne fait une élection. Et s'il y en a un dans le pays qui le sait mieux que quiconque, c'est sans doute François Bayrou. Encore une question, et j'aimerais bien que vous me répondiez. Est-ce que le MoDem va vous soutenir? Est-ce que François Bayrou, patron du MoDem... Ce que j'observe, c'est que sur le terrain, les militants du MoDem sont à nos côtés dans la campagne européenne il y a quelques mois. Et sont aujourd'hui à mes rencontres, à mes réunions publiques, parce qu'on échange, parce que cette affaire-là n'est pas une affaire d'appareil. C'est une affaire de personnes, c'est une affaire d'équipe, c'est une affaire humaine, sur le terrain, racinaire. C'est ça une élection municipale. Voilà. Et ça n'est rien d'autre. Et ça n'est rien d'autre que cela. Et donc moi, je ne me laisserai pas détourner par des querelles d'appareil du chemin que j'ai fixé, de l'horizon qui est le mien. Et cet horizon, c'est l'élection municipale au mois de mars prochain, avec une seule adversaire. Et je sais que François Bayrou, nous avons cet adversaire. Donc vous voyez qu'on a des points de convergence en commun. Elle s'appelle Anne Hidalgo, parce que je pense qu'on vit moins bien à Paris aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et moi, je souhaite rendre aux Parisiens le plaisir et la fierté de vivre à Paris. Par parenthèse, pourquoi il fait ça, François Bayrou? Vous avez un problème tous les deux? C'est un problème de personne? Mais je ne peux pas croire une seconde qu'un homme avec l'expérience politique de François Bayrou se laisse aller sur des questions de personne. Et donc, c'est à moi de le convaincre que le projet que je porte est un projet solide, est un projet ancré, et un projet au service des Parisiens. Voilà, la modestie. C'est par la modestie que vous répondez ce matin. Mais ce n'est pas un problème de modestie ou autre. Je suis concentré. C'est une élection trop sérieuse. C'est une élection trop sérieuse, Elisabeth Martichoux, pour me laisser déconcentrer. Cédric Villani, tiens, à propos de concentration, vous avez aussi dû l'écouter. Oui, je l'ai écouté hier. Au grand jury, il faut toujours écouter. RTL, Le Figaro. Il faut toujours écouter ses compétiteurs. À la question, qu'est-ce qui vous différencie de Benjamin Griveaux? Il n'y a pas vraiment tranché, mais sinon à l'entendre, qu'il correspond finalement davantage aux valeurs d'En Marche que quiconque, et donc que vous. Ce serait lui qui porterait vraiment les valeurs fondamentales d'En Marche pour Paris.
Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans un concours de qui est le plus grand dépositaire des valeurs du macronisme. J'ai été l'un des fondateurs d'En Marche. Je note que les élus En Marche de la capitale se sont rassemblés autour de ma candidature et que le mouvement a fait le choix de ma candidature pour porter les couleurs, pas seulement d'En Marche, mais en tout cas pour être celui soutenu par En Marche qui va rassembler le plus largement possible à Paris. Et donc le reste, vous savez, les valeurs de Cédric, je les ai écoutées, je le connais bien. Et donc, je sais que nous avons beaucoup plus de convergence que de divergence. Et que nous partageons l'amour de la liberté, qu'on croit être la condition de l'égalité. Oui, il a beaucoup parlé de liberté. Il n'a laissé aucun espoir. Mais ce n'est pas une petite affaire que de la liberté, Elisabeth Martichoux. Mais en revanche, il a été clair sur un point et pas de ralliement avec Anne Hidalgo. On l'écoute. Je ne m'allierai pas avec Anne Hidalgo. Ça, c'est sûr. J'ai entendu les rumeurs. On a dit ici et là, il y a des tweets qui sont sortis. Le bruit court d'un ralliement. Le soir du premier tour, vous échouez. Excusez-moi pour l'hypothèse, mais tout de même, vous faites quoi? Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux? Mais vous me parlez de fiction. Oui, mais pourquoi pas? Je fais tout ce qu'il faut pour gagner. Un, il ira jusqu'au bout, comme vous. Deux, pas question de rejoindre Anne Hidalgo. Ça vous rassure? Nous avons donc un objectif commun. Oui. C'est qu'il ne s'alliera pas à Anne Hidalgo et moi non plus. Et donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons ce point de convergence-là, au-delà du projet, et nous partageons... Et qui pourrait donner quoi, nous partageons des projets pour les Parisiens. Oui. Et nous avons cet objectif commun, qui est d'avoir une équipe changée à la tête de Paris au lendemain des élections municipales de mars prochain. L'idée, c'est de se retrouver après le premier tour? Franchement, Elisabeth Martichoux, on peut parler de fond et de sujets qui intéressent les Parisiens, parce qu'il n'y a pas une personne qui m'interroge dans le métro, dans les rues, sur les marchés, sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Ni sur François Bayrou, ni sur Cédric Villani, ni sur... Donc, est-ce qu'on peut parler du sujet, du logement, du transport, de la propreté? On ne sait pas ce qui vous différencie de Cédric Villani. Ah, il y a des sujets qui nous différencient, vous le savez très bien. Sur la manière que j'ai, et nous avons eu hier, il a acté de divergence sur, par exemple, moi j'ai proposé que le maire de Paris nouvellement élu, si je suis maire, je ne lance aucun nouveau chantier pendant 6 mois. On termine les travaux qui sont entamés, mais on n'ouvre pas de nouveaux chantiers. Pourquoi? Pour permettre aux entreprises, aux opérateurs de la ville, à la ville de Paris, et puis aux associations de commerçants et de riverains, d'organiser un calendrier des chantiers pour éviter qu'on en ouvre tous les 4 matins sans savoir combien de temps ça va durer. Voilà, ça c'est un point de divergence entre nous. Lui considère que ça n'est pas une bonne mesure. L'autre point de divergence que nous pouvons avoir, c'est sur la question, par exemple, il propose de construire des ponts au-dessus du périphérique. Je n'y suis pas favorable, parce que je pense qu'on a déjà suffisamment bétonné les pourtours parisiens et que c'est sans doute par d'autres moyens qu'on réglera les sujets de fluidité et de circulation, et que la racine du mal, c'est la question des transports, mais pas la voirie sur laquelle on roule. Ce sont ces sujets-là qui peuvent nous différencier. Lui, il est le candidat de tous les Parisiens. Vous êtes le candidat des classes moyennes. Ça semble être... sinon un slogan, en tout cas, un objectif. Petite question, les Parisiens des quartiers populaires, de la Porte de la Chapelle à Aubervilliers, est-ce qu'ils peuvent se sentir concernés par cet objectif? Mais d'abord, que vous soyez le candidat des classes moyennes? Mais d'abord, moi je suis candidat à l'élection du maire de Paris. Non, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Non, je n'ai jamais prononcé. C'est une tribune que j'ai rédigée hier en disant Paris asphyxie ses classes moyennes. Est-ce que ça fait de moi le candidat des classes moyennes? Donc je n'aime pas les raccourcis. J'ai pris le temps d'écrire. Beaucoup là-dessus. J'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une ville qui perd ses classes moyennes, c'est une ville qui lentement perd son âme. Et Paris vit de ses classes moyennes. On ne peut pas avoir... C'est quoi des classes moyennes? À Paris, c'est quoi une classe moyenne? C'est ceux qui gagnent trop pour être accompagnés et pas assez pour s'en sortir tout seul. C'est assez simple comme définition. Et à Paris, la classe moyenne, c'est pas la même qu'à Lyon, qu'à Maubeuge, qu'à Pau ou qu'à Tours. Parce qu'à Paris, en gros, une classe moyenne, c'est ceux qui engouffrent quasiment la moitié de leurs revenus dans le logement. Ça, c'est un vrai sujet central, absolu. C'est la question du logement, c'est la question de l'offre scolaire, c'est la question de l'accès aux soins. C'est les biens premiers. Et ça, c'est devenu très compliqué, très coûteux, voire impossible pour une partie grandissante de Parisiens. Et qu'est-ce qui se passe, Elisabeth Martichoux? Ils quittent Paris. Alors on en perd 12 000 par an. On l'a beaucoup dit sur LCI. Cadeau de 50 heures par an de frais de garde, avez-vous dit hier dans le Parisien, pour les familles monoparentales. Sous condition de ressources, bien sûr. À partir de... on est en train de fixer justement les conditions de ressources. Parce que c'est pas budgété encore. Si. Parce qu'on a une petite idée. Ça coûte 50 à 60 millions d'euros. C'est quelque chose d'assez simple.
Aujourd'hui, quand vous êtes parent célibataire, d'abord, vous êtes souvent maman célibataire. Et vous perdez votre vie à la gagner. Vous n'avez jamais de temps à vous. Quand vous devez passer un entretien d'embauche, par exemple, eh bien, il faut que vous payiez 40 ou 50 € de garde pour avoir le droit d'aller passer un entretien d'embauche. C'est souvent la double peine pour les parents célibataires. Ils sont 2 fois plus au chômage, ils sont 2 fois plus pauvres, ils sont 2 fois moins bien logés. Bon, eh bien, ça, c'est un temps de liberté pour leur permettre, justement, de reprendre leur vie en main, d'avoir du temps à eux, d'avoir... le temps d'aller passer un entretien, je l'ai dit, mais aussi d'avoir du temps de loisir, de reprendre sa vie. Un cadeau de 50 heures par an. C'est pas un cadeau, Elisabeth Martichoux, c'est 50 heures de liberté offertes à des Parisiens qui sont assignés à résidence. Pour un budget de 50 à 60 millions. Question importante à Paris, les syndicats enseignants, ils sont très sensibles. Cédric Villani a annoncé un référendum sur les rythmes scolaires. Vous savez qu'Anne Hidalgo a maintenu la semaine de 4 semaines, de 4 jours et demi par semaine. Et vous proposez quoi ? Sur la question des rythmes scolaires, je pense qu'il faut agir avec beaucoup de prudence. Moi, je ne veux pas faire d'idéologie sur les 4 jours et demi ou les 4 jours. Quand vous demandez à des experts, les chronobiologistes comme on les appelle, certains vous disent 4 jours c'est bien, d'autres vous disent que 4 jours et demi c'est encore mieux. Ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le temps périscolaire? Parce que c'est ça la question de l'organisation. Vous ne changez pas, ma question c'est, est-ce que vous donnez la liberté? C'est pas aussi binaire que ça. Je vous en prie, Elisabeth Martichoux. Cette élection est trop sérieuse pour résumer ça à blanc ou noir, oui ou non, stop ou encore. Et donc, je prendrai le temps sur la question des rythmes scolaires. La question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait faire à nos enfants sur les temps périscolaires. Moi, ce que je souhaite, c'est améliorer la qualité des temps périscolaires. Si nous arrivons à avoir des temps périscolaires avec une qualité bien meilleure que ce qu'elle n'est aujourd'hui, peut-être qu'il faut conserver la semaine de 4 jours et demi. Si nous n'y parvenons pas et que nous pensons que le mercredi doit être consacré à autre jour, alors il faut ouvrir la réflexion. Mais ce n'est pas pour faire plaisir aux syndicats Intel ou pour contrer la mère qui aurait fait cela. C'est l'intérêt des enfants qui est le seul juge de paix. Le seul juge de paix, c'est l'intérêt des enfants. À propos de l'école, vous avez annoncé une mesure de façon assez spectaculaire, la maîtrise de l'anglais à la fin du collège. Et c'est vrai que pour le coup, je ne sais pas si les Parisiens vous l'ont dit quand vous les avez croisés, mais ce n'est pas la priorité. Franchement, il y a la sécurité, il y a la propreté. Mais... Le fait que les collégiens maîtrisent l'anglais à la fin du cursus, est-ce que c'était si important que ça par rapport à d'autres enjeux? Je vais vous dire, quand je suis dans le 19e, dans le 20e et dans le 18e, on parle de cette mesure, autant que la propreté ou la sécurité. Pourquoi? Parce que ce sont les gamins qui, dans ces quartiers-là, n'ont jamais le droit d'avoir des cours d'anglais supplémentaires. Non, les parents n'ont pas les moyens de les envoyer, en séjour linguistique. Évidemment, c'est l'égalité des chances à l'école. C'est le fait que quand vous grandissez dans un environnement où vos parents peuvent, dans leur travail, être amenés à parler anglais, ou quand ils vous emmènent en vacances, vous êtes dans des pays de langue anglaise, où ils ont les moyens de vous payer des séjours linguistiques à Oxford ou à Cambridge ou que sais-je, mais il y a une inégalité absolue. Le rôle du maire de Paris, c'est aussi de remettre de l'égalité dans le système. Et croyez-moi, on m'en parle dans le 19e et dans le 20e, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de sécurité ou de propreté, bien sûr, mais l'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que, comme vous avez dit, François Bayrou, il faut encore que j'arrive à le convaincre. Et Hugues Rançon, qui balance entre vous et Villani, vous l'avez convaincu? Parce que hier, à écouter Cédric Villani, c'était plutôt lui qui l'avait convaincu. Oui, écoutez, moi je ne lis pas le Mar de Café et je ne ferai pas de psychologie de comptoir. Nous nous sommes rencontrés avec Hugues et ses équipes la semaine dernière, lundi dernier. Nous avons échangé sur le fond et à nouveau, je lui ai dit moi que je proposerais un contrat de mandature et il ne m'a pas semblé mal à l'aise avec les valeurs que je souhaitais inscrire dans ce contrat de mandature. Pour finir, je reviens une seconde à François Bayrou. François Bayrou et Emmanuel Macron sont très proches. Est-ce que vous avez appelé hier Emmanuel Macron pour lui dire est-ce que tu es derrière cette sortie de François Bayrou? Non, d'abord parce qu'Emmanuel Macron, il a autre chose à faire que de gérer les commentaires des uns ou des autres sur l'élection municipale parisienne. Il a donné une grande interview, je crois, importante à vos confrères. Et il était dans l'avion de retour de La Réunion. Il reçoit ce matin les représentants du culte musulman. Vous savez, il est président de la République. Et moi, je suis candidat à la mairie de Paris. Et donc, chacun est dans son sillon. Et moi, rien ne me détournera de l'objectif que j'ai fixé depuis le premier jour de cette campagne. Rassembler les gens de bonne volonté et rien ne résiste aux gens de bonne volonté. Il faut encore le convaincre, a répondu Benjamin. Vous allez vous voir? Je m'y emploierai. Vous êtes téléphoné